Merci à vous tous d'être présents pour ce webinaire, visioconférence, vous pouvez le dire comme vous le souhaitez. En tout cas, eh bien, sachez qu'on est parti pour 1 heure ensemble où nous allons parler de l'astrologie. Moi, je vais paraphraser le titre de l'ouvrage qui nous est proposé par Daniel Kuntz, qui se nomme L'astrologie est-elle une imposture? On aura l'occasion d'en parler. Bien évidemment, nous n'avons qu'une heure, donc nous aurons l'occasion juste d'en avoir un aperçu. En tout cas, eh bien, bonsoir à vous, toutes les curieuses et tous les curieux. Comme je vous le disais aujourd'hui, nous allons nous plonger donc dans les abîmes de cette croyance polyforme et polysémique qu'est l'astrologie. Alors l'astrologie, comme vous le savez très probablement, elle a été longtemps associée à l'astronomie qui étudie le fonctionnement du ciel et des astres. Et donc l'astrologie fut pendant des années et même des siècles considérée comme une science qui permet à l'homme de comprendre le monde qui nous entoure et donner du sens à la destinée humaine. Mais depuis bien la fin du XVIIe siècle, l'astronomie s'est émancipée de l'astrologie grâce aux découvertes de nombreux scientifiques comme Kepler, Copernic, Galilée ou d'autres, pour juste citer ces derniers, qui ont réalisé des découvertes déterminantes sur le fonctionnement et la compréhension des astres et de l'univers qui nous entoure. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette heure? Nous allons aborder, il y a une présentation déjà du concept d'astrologie, la base un petit peu en termes d'histoire, d'origine, de comment ça fonctionne. On va parler également de l'influence qu'elle a pu avoir par le passé sur les civilisations. Alors, on va surtout se concentrer sur les civilisations occidentales, puisqu'il y a également une astrologie. En fait, il y a plusieurs astrologies. Il y a aussi une astrologie orientale. Ce serait un peu minimisé que de dire ça, mais en tout cas, ce n'est pas forcément la même sémantique ou le même fonctionnement. Et puis, on va essayer de comprendre également à la fin pourquoi il est incontestable que de nos jours, l'astrologie ne peut apporter des réponses objectives d'un point de vue scientifique. Attention, c'est important. Les mots ont un sens. Je compterai d'ailleurs sur Daniel Kuntz pour parfois me reprendre s'il y a des questions parfois un peu maladroites. Je vous le mets un peu à la place finalement du kidam, du curieux aussi, qui va essayer de découvrir ce vaste sujet. Petit disclaimer avant tout, comme on dit sur les internets. Alors attention, il ne s'agit pas ici de mépriser ou de minimiser la croyance ou la pratique de l'astrologie, bien que comme beaucoup de parasciences, elle est malheureusement gangrénée par le mercantilisme et le charlatanisme, mais bien ici, pendant cette heure-là, d'expliquer rationnellement les liens supposés entre ces dernières et la réfutabilité de la science, et puis d'autres thématiques également que l'on aura l'occasion de découvrir ensemble. Alors, du coup, l'astrologie, est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est les quatre à la fois ou pas du tout? Eh bien, pour en parler, je vais inviter Daniel Kuntz à nous rejoindre, donc à réactiver sa webcam et son micro. En attendant qu'il nous rejoigne, bien, je vous présenterai rapidement. Il s'agit d'un astrophysicien qui est directeur de recherche émérite au CNRS et qui donc, comme je vous le disais, a coécrit avec Philippe Zarka, qui est également directeur de recherche, lui, à l'Observatoire de Paris, l'ouvrage qui est intitulé, je vais y arriver, L'astrologie est-elle une imposture? J'imagine que vous voyez bien. Et c'est un ouvrage qui est sorti en 2018 aux éditions CNRS. Bonjour Daniel Kuntz. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Écoutez, si je peux en juger, le ciel est favorable, il fait beau et du soleil, c'est magnifique. Tout à fait. Voilà, ça nous met en joie. Exactement, c'est parfait en tout cas pour cette heure que l'on va passer ensemble. Alors avant de partir sur les questions, sur les origines et le concept de l'astrologie, si je peux dire cela ainsi, j'ai une première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant qu'astrophysicien, à vous intéresser à l'astrologie? Alors, on peut penser a priori que les scientifiques sont plutôt réservés à l'idée d'écrire ou de faire des recherches sur cette croyance, mais vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors c'est vrai ce que vous dites, que beaucoup de collègues sont réservés parce qu'on ne veut pas mélanger les choses, parce que aussi l'astrologie un peu n'est pas en odeur de sainteté vis-à-vis des scientifiques. Les scientifiques ont l'impression qu'ils ne passeront pas pour des gens sérieux s'ils s'intéressent à ce genre de choses. Bien moi non, j'ai voulu justement m'interroger, me poser des questions sur cette pratique qui dure quand même depuis des millénaires, qui est inscrite dans notre culture. Et dans le fond, nous avons en commun le ciel. Et c'est peut-être ça qui nous dérange, justement. Donc, j'ai voulu en savoir un peu plus, décortiquer un petit peu, et savoir surtout comment on est passé de l'un à l'autre. Parce que historiquement, les astrologues, c'était des astronomes. C'est des gens qui regardaient le ciel pour en tirer des choses, évidemment, pour en tirer des informations utiles pour eux, pour la population, pour plein de gens. Et peu à peu, finalement, on a abandonné cette posture-là pour s'intéresser au ciel. Et c'est devenu l'astronomie ou l'astrophysique. Et du coup, il y a un divorce qui s'est opéré.
Voilà. Et je trouvais que c'était suffisamment intéressant, d'autant plus qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent encore à l'astrologie et que vous avez les deux en pratique. C'est-à-dire que même il y a même des gens qui s'intéressent à l'astronomie et qui continuent quand même à s'intéresser d'une manière un peu clignotante parfois, mais à s'intéresser à l'astrologie. Et donc, c'est ce phénomène de société qui est certes un peu moins, installé, on va dire, dans nos quotidiens aujourd'hui, qui vous a poussé à vouloir en savoir plus, peut-être sur pourquoi ces croyances persistent. Oui, les motivations, et quelle est justement par rapport à ce qu'on appelle les parasciences. On a toujours observé qu'au fur et à mesure que la science développe des idées, des concepts nouveaux, eh bien, il y a toujours des sciences périphériques, ce qu'on appelle les parasciences, qui viennent la contester, ce qui est parfois intéressant d'ailleurs, mais pas toujours intéressant. Et donc, comment se fait-il que toutes ces sciences complotistes qui mettent en cause, etc., comment elles se développent et quel rôle l'astrologie joue là-dedans et comment ça se tisse, comment ça se répond, voilà. C'est très intéressant, non, pas seulement du point de vue de l'histoire des sciences, mais aussi du point de vue de l'histoire des idées, des comportements, de la sociologie et de la société dans laquelle on vit finalement. On y reviendra bien évidemment. Alors moi, j'ai envie de vous poser comme question qui va servir de base, on va dire, pour la suite. A-t-on une définition type de ce qu'est l'astrologie? Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être? Oui, l'astrologie, on reprend un logo, c'est la science, c'est logo et astro, quoi. Vous avez l'astrologie, vous avez plein de termes qui sont étymologiquement fabriqués de la même façon. Donc, je pense que historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous sommes des bipèdes, on regarde le ciel, on a tendance à quand même lever la tête, et c'est ce qui nous a permis de regarder le ciel et de se rendre compte que c'était quand même à la fois merveilleux, mais énigmatique. Énigmatique dans la mesure où le ciel il n'est pas très bavard. On voit les étoiles, mais bon, elles reviennent à peu près tous les soirs. Ça change un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc, ça donne une impression d'ordre, ça sécurise. Mais en même temps, ça interroge. Et puis, comme c'est inaccessible, c'est fertile pour l'imagination. Ça donne envie de s'évader. C'est évident. Et pourtant, il y a des choses qui changent. Très peu, mais ça change. Ce sont ces fameuses planètes. Alors aujourd'hui, dans les villes, on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de planètes. On regarde même plus le ciel d'ailleurs. Mais les anciens, il y a déjà 6000 ans, même avant, ils s'étaient rendus compte quand même que si les étoiles, elles, semblent bouger d'un seul coup, comme ça au fur et à mesure que la nuit s'écoule, il y a par rapport à ces étoiles des planètes qui n'ont pas la même position d'une nuit à l'autre. Alors, planète, ça veut dire d'ailleurs vagabond en grec. Donc, vous avez des planètes qui se permettent, voilà. Comme la Lune, d'ailleurs, la Lune n'est jamais au même endroit, hein, elle change. C'est pour ça qu'elle a des phases. Et le Soleil, pareil. Et donc, c'est ce petit mouvement dans ce qui est permanent qui a intrigué les anciens. Ils se sont dit, ils ont voulu voir ce que ça voulait dire. Et ils se sont interrogés, ils ont associé, ils ont eu tendance, évidemment, ça aussi, il faut que je le dise, associer le ciel aux divinités en général, que ce soit dans une religion monothéiste ou polythéiste, mais là, en ce qui concerne l'astrologie, c'est polythéiste, parce qu'ils ont associé à chaque planète une divinité. Voilà. Jupiter, c'était Zeus, c'est Jupiter chez les Romains, le dieu de la guerre, c'était Mars, le dieu de l'amour, c'est Vénus, donc voilà. Donc ça devenait important de savoir quelles étaient leurs intentions à ces dieux. Qu'est-ce qui nous attend en fait? Est-ce que ça nous permettait de dire quelque chose sur notre destinée? Alors en effet, l'astrologie et le thème astrologique, ça se base sur 3 séries. En fait, tout d'abord, donc, comme vous l'avez dit, les planètes, celles des 7 errantes d'origine, voilà, visibles à l'œil nu. Donc vous l'avez dit, le Soleil, la Lune, il y a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et ensuite, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que l'astrologie a aussi évolué par rapport au progrès scientifique, notamment à partir du 19e siècle où on a eu les découvertes des planètes Uranus, Neptune, puis Pluton, oui. Même depuis 2006, mais bon, voilà. Oui, mais enfin bon, Pluton était considéré. D'ailleurs, c'est ce que vous dites là, ça me permet de rebondir sur un point qu'il faut bien voir, c'est que les astrologues, et pour cause,
jusqu'en 1609, date à laquelle le premier astronome Galilée a une lunette, il peut regarder le ciel, il s'aperçoit que les planètes existent en tant que telles, ce sont des objets qui ont une forme, il s'aperçoit que Saturne a des anneaux, des choses comme ça. Mais avant, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des points lumineux, plus ou moins brillants. On pensait qu'ils étaient lisses, en plus, à la Lune, par exemple, on ne se doutait pas qu'il y avait tous ces cratères, etc. Mais la Lune, c'est un astre qui permet beaucoup de choses, parce qu'on voit énormément de détails. Mais tous les autres, Vénus, Jupiter, Saturne, Mercure, on voit un point. Un point, une couleur, peut-être. Enfin, oui, dans le cas de Mars. Et puis on les voit se déplacer. Alors, il y a aussi il y a une scène, il y a des acteurs. C'est le Soleil, la Lune, les planètes. Mais il y a une scène. Et la scène, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le zodiaque. Oui, parce que les planètes, voilà, on les voit pas. C'est comme une autoroute sur le ciel. Toutes les planètes, gentiment, se déplacent l'une derrière l'autre, plus ou moins vite. Il y en a une qui rattrape l'autre de temps en temps. Il se passe plein de choses. C'est vraiment une autoroute céleste. On les voit à l'intérieur d'une bande qui est assez étroite. On les voit pas n'importe où. Et cette bande, c'est précisément inscrit la trajectoire du Soleil dans l'année. C'est-à-dire qu'on peut retracer la trajectoire du Soleil parmi les étoiles, puisque en fait c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais ça donne l'impression que le Soleil se déplace parmi les étoiles au cours de l'année. Eh bien, c'est à l'intérieur d'une bande centrée sur cette ligne, c'est la ligne qui est centrée dans la bande, pardon, que les planètes se déplacent. Donc c'était très intéressant. Et alors pour faciliter les choses, nos astrologues se sont rendus compte que quand même, il suffisait d'abord, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait à peu près 360 jours par an, 360, un peu plus, bien sûr. 360 jours, c'est divisible par 12. Et donc, très naturellement, on a introduit la notion de mois, qui correspond d'ailleurs à la longueur d'une lunaison, à peu près, puisque la Lune revient identique à elle-même une fois tous les 29 jours, c'est presque un mois. Hein. Donc, vous voyez très bien la raison pour laquelle cette bande qui nous entoure, là, qu'on appelle le zodiaque, a été divisée en 12. Les constellations, c'est quoi? Ce sont des étoiles qui ont plus ou moins des formes qui sont familières. En général, elles ne le sont pas. Et on leur a attribué des noms que vous connaissez, Bélier, Verseau, Lion, etc. Voilà. Alors, sachant qu'en plus, il semble qu'il y ait, pour certains types d'astrologie, qu'il n'y ait pas forcément 12 signes, mais 13. Ça varie par rapport aux autres cultures d'astrologie dans d'autres civilisations, ou c'est que ça a été omis volontairement pour justement garder ce côté assez logique et symétrique dans une année Oui, non, mais je pense que c'est vraiment la partie symétrique, mathématique, parfaite qui a été conservée. Et d'ailleurs, on le doit à la pensée de Pythagore. Vous savez, les pythagoriciens, c'était des scientifiques religieux quand même. Ils avaient une vision du monde qui appelait la perfection, l'ordre, la beauté, et ils avaient le sens du nombre. Il y a par exemple alors, d'abord, ils ont divisé effectivement le ciel en 12, parce que 12, c'est très pratique. 12, ça se divise par 2, ça se divise par 3. Hein. Et donc, alors, effectivement, il y en a 13. Mais déjà, les constellations elles-mêmes sont pas de grandeur égale. Vous avez, par exemple, le Scorpion qui est immense. Vous avez le Verseau, le Verseau qui est beaucoup plus petit. Donc, ces constellations, d'abord, sont arbitraires. Ce sont des associations d'étoiles qui nous font penser mais on a toujours tendance à faire ça. Si vous prenez des petits cailloux, vous les lancez par terre, très vite vous allez trouver ça ressemble à ceci, à cela, etc. Bon, donc cette idée que les constellations existent, d'abord, elle est fausse. Les constellations n'ont aucune réalité. Les étoiles sont à des distances très différentes les unes des autres. On sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas nées en même temps, nées au même endroit. Elles ont aucun lien commun. Et qui en plus ne ressemble pas vraiment non, ça ressemble. Non, peut-être le lion un peu, et encore. Le scorpion peut-être. Oui, le scorpion. Le scorpion, il a effectivement une queue superbe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Gémeaux, parce que ce sont deux étoiles proches l'une de l'autre qui se ressemblent un peu. Mais sinon, non, sinon c'est très arbitraire.
Et donc nous avons donc 12 signes, nous avons les planètes, Voilà. la Lune, le Soleil qui sont pris en compte, les 12 signes donc représentés par ces constellations zodiacales. Et alors après, il y a aussi les 12 maisons. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi? C'est des traits de personnalité, entre guillemets. Les maisons, ça correspond à, si vous voulez, si vous considérez l'endroit où vous êtes sur Terre à un moment donné, vous avez en gros la moitié du ciel au-dessus, la moitié du ciel en dessous. Donc vous pouvez très bien dire que par rapport à vous, vous découpez votre ciel en sections plus ou moins égales quand on est dans une certaine représentation. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas d'un grand intérêt, je trouve, mais par rapport à soi, si je divise le ciel en 6, puisque c'est la partie, j'ai une demi-sphère, eh bien, j'ai 6 maisons. Voilà. Et dans ces maisons, on va voir circuler, évidemment, les constellations, les planètes, le Soleil, la Lune. Mais les maisons, comme c'est lié à vous-même, qui observez, on voit bien que y a la maison qui correspond à l'étoile, la constellation qui se lève au moment de la naissance. Il y a la maison qui correspond à son zénith. Il y a celle qui descend, qui disparaît. D'où la notion d'ailleurs d'ascendant. Hein, la maison où il y a l'ascendant, c'est la maison où on voit la constellation de sa naissance se lever. Et la maison qui correspond au descendant, c'est sa descendance, c'est celle qui disparaît au contraire à l'horizon au moment où juste après qu'on soit né, par exemple, ou juste après qu'on observe. Vous voyez, la notion de maison, c'est ça, c'est un petit peu différent. Et donc, alors, pour résumer un peu, même si forcément ça doit varier selon les différentes écoles, on y reviendra peut-être après, mais comment on définit son signe astrologique? Moi, j'ai cru comprendre de base que c'était par rapport au jour de naissance, à l'heure exactement où on est né, exactement, et à l'endroit aussi où ça peut jouer parfois. Par exemple, vous avez le signe principal. Le signe principal, il est commun à beaucoup de gens en même temps, parce que ça correspond au moment où se trouve le soleil, au moment de votre naissance. Alors, par exemple, alors après, il y a des subtilités, la précession des équinoxes, je ne sais pas si on va en parler, c'est pas forcément passionnant d'ailleurs, mais par exemple, il est convenu de dire que quand on est au mois de juillet, le soleil, à ce moment-là, est dans la constellation du Cancer. En fait, c'était vrai il y a 2000 ans, c'est plus vrai aujourd'hui. Mais c'est pour ça que le mois de juillet est associé à la constellation du Cancer. Et ça, c'est vrai que je naisse le 10 juillet ou le 20 juillet ou le 8 juillet, parce que le soleil reste à peu près dans cette boîte. Vous savez, on a divisé tout en 12. Donc, il reste assez longtemps dans une boîte donnée, il y reste un mois. Et ça, c'est le signe principal, c'est votre signe solaire. Quand on dit à quelqu'un qu'il est signe Cancer, c'est simplement parce que au moment où il est né en juillet. Si vous êtes Lion, c'est parce que vous êtes né au mois d'août. Et ensuite, la partie descendante. Alors ça c'est le signe solaire. Après, vous avez l'ascendant. L'ascendant ouais. Non, le descendant, on n'en parle pas. L'ascendant, c'est très important pour les astrologues. Hein, j'entends pas pour moi. Mais bon. L'ascendant, ça correspond au moment où l'on est. Hein, c'est une heure précise. Ça peut être à minuit. À ce moment-là, puisque nous, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, on voit défiler toutes les constellations, si l'on veut. D'accord ? Peut-être complètement. Donc, au moment de la naissance, vous avez une constellation qui apparaît à l'horizon. Et ça, c'est l'ascendant. Alors, ça peut très bien, vous pouvez très bien être, je sais pas, toujours en juillet. Ça me plaît bien parce que je suis né en juillet, évidemment. Donc, je m'en souviens. Donc, si vous êtes né en juillet, vous êtes Cancer. Mais si vous êtes né à 8 heures du matin, alors je connais pas par cœur, hein, 8 heures du matin, ça veut dire que à l'horizon, ça correspond peut-être, je sais pas, au Capricorne, par exemple. Mais si vous naissez non pas à 8 heures du matin, mais à 4 heures du soir, ça sera une autre constellation à ce moment-là qui naît. Donc l'ascendant n'est pas le même, même si le signe solaire est le même, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on précise. Et là, c'est beaucoup plus ça individualise plus l'horoscope le thème de la personne. Parce que on peut être né le même jour, mais il y en a un qui va être
Cancer ascendant Verseau, un autre sera Cancer ascendant Lion, etc. Ça dépend de l'heure. Et alors ensuite, du coup, évidemment, c'est là où on sort, on va dire, de la méthode savante et qu'on arrive un peu plus, on va dire, dans la prédiction et la destinée. C'est que, évidemment, chaque constellation, chaque signe serait censé nous déterminer finalement, c'est-à-dire nous apporte une certaine personnalité. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le signe. Bon, alors le Soleil, lui, on sait où il est. Hein. Au moment de la naissance, il est dans une étoile, enfin dans une constellation donnée. Au mois d'12, on sait où il est. On connaît la constellation, il n'y a pas que les constellations, il y a aussi les planètes. Parce que les planètes, quand même, elles sont là pour dire des choses, puisqu'elles représentent des divinités en plus. Alors Jupiter, c'est quelque chose. Donc si vous avez Jupiter au zénith au moment où vous naissez, c'est pas mal. Si vous avez par exemple Mars qui représente la guerre, la virilité, la violence, etc., une certaine une détermination. Bon, si ça se trouve dans la constellation du Bélier, qui elle-même est une constellation qui, comme son nom l'indique, qui incarne la vitalité, etc., bah, ça va renforcer un trait de caractère chez vous. Vous voyez, si vous avez par contre l'amour, Vénus, qui est juste à côté de Mars, vous pourriez très bien dire, ah bah tiens, vous aurez peut-être des amours un peu tumultueux, vous serez peut-être un petit peu comme ça. Enfin bon, je fais n'importe quoi là, parce que je suis pas astrologue, je ne connais pas les attributs. Bon, je sais pas faire parce que là, ça demande une subtilité psychologique. Et puis les astrologues savent très bien faire ça. Ils le font à leur manière, avec leurs symboles, avec leurs règles du jeu. Mais on peut très vite s'interroger en se disant, tiens, pourquoi cette planète-là, Vénus, qui est une planète de gaz, dont je pourrais vous dire beaucoup de choses, parce que maintenant on en a fait le tour. Mars, vous savez qu'on dépose sans arrêt des petits robots. On sait de quoi c'est fait. On sait pourquoi Mars est rouge. Mars est rouge, c'est pas le sang. Parce que Mars a été associé à la guerre, parce que et au dieu de la guerre, parce que c'est la seule planète qui apparaît rouge dans le ciel. Donc on s'est dit, les anciens se sont dit, c'est quelque chose de, voilà, ça veut dire ça. On sait aujourd'hui que c'est rouge parce que il y a de l'oxyde de fer, et que l'oxyde de fer, s'il y a eu de l'eau à un moment donné, eh bien ça devient rouge. Plutôt la vie, a priori. Plutôt la vie. Oui, alors j'ai un petit chapitre là-dessus d'ailleurs qui montre bien la différence entre astrologie et astronomie. Alors mais on va peut-être continuer. Voilà, non, mais en tout cas, oui, voilà. D'ailleurs, je refais un petit instant promo, évidemment. Non, c'est pas une imposture. C'est pas ça. Non, c'est bon. Ce livre, il est destiné non pas à critiquer les astrologues, mais à permettre aux gens de se faire une idée de ce qu'est l'astrologie, de ce qu'est la science, pourquoi l'astrologie n'est pas une science. Parce que vous m'avez fait un petit peu décortiquer, mais très sommairement, un astrologue, s'il y a un astrologue qui m'écoute, il va dire que je dis n'importe quoi. Il aura raison. Sauf que ce que je dis sur les astres, sur les constellations, les planètes, tout ça, c'est vrai. Ça, c'est incontestable. Sur l'interprétation, ça, c'est leur affaire. Mais effectivement, on cherche à montrer en quoi c'est différent. C'est pas parce qu'il y a une technique que ça fonde une science. Ce qui donne l'impression que l'astrologie est un petit peu la mère des parasciences, c'est parce qu'effectivement, ça demande une technique, ça demande une connaissance de la position des étoiles, bon, il faut connaître un petit peu la mécanique céleste, entre guillemets, comment ça marche, tout ça, pour parler de position, vous voyez, on fait des angles, on imagine tout ça. Voilà. Bon, après, le problème, c'est de savoir comment on interprète. Alors, j'ai un petit chapitre là-dessus sur Mars. Je ne sais pas si je vais le trouver, si ça vous intéresse que j'en parle tout de suite. Mais ça indique bien Pardon ? On peut, tout à fait, vous pouvez. Voilà, qui indique la différence entre une planète, entre la position des scientifiques et celle des... Bon, je vais retrouver ça tout à l'heure. J'aurais dû mettre une petite marque, parce que je n'ai point fait. Bon, alors on peut continuer. Je vous laisse m'interroger pendant que je cherche ça. Il n'y a pas de problème. Une dernière question sur le concept d'astrologie de manière globale. Évidemment, vous me dites si c'est trop éloigné, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait donc différentes écoles d'astrologie. Il y a l'astrologie sidérale, l'astrologie conditionnaliste, l'astrologie tropicaliste, l'astrologie dite savante. Est-ce qu'elles sont toutes différentes ou elles ont quand même des points communs de base, en fait, parce qu'on s'y perd un peu tout de même?
Ce qui est commun, c'est que toutes les astrologies ont remarqué, toutes les cultures, je devrais dire, à ce point, ils ont tous remarqué quand même que la Lune change de forme, que le Soleil, il est là, il est prééminent, il chauffe, il est responsable de la vie quand même. Hein. Donc, les cultures ont associé effectivement des caractéristiques à ces planètes. Alors, toutes les religions, toutes les mythologies sont pas les mêmes. Mais même d'ailleurs, le rapport que l'on a avec le Soleil et la Lune n'est pas le même. Les Celtes considèrent que la Lune, c'est masculin. Voilà, nous, on considère que c'est féminin. Les Allemands, par exemple, donc les peuplades dont ils sont issus, considèrent aussi que le Soleil est féminin. C'est Die Sonne, et c'est féminin. La Lune est masculine. Vous voyez, donc il n'y a pas une universalité du tout dans la manière de se représenter et de symboliser ces astres-là. Tant qu'on ne savait pas ce que c'était, on agissait avec des symboles. C'est pour ça que le rouge de Mars a été symboliquement associé à la violence, voilà. Et donc, vous avez des cultures différentes. C'est vrai que, par exemple, une religion, je prends toujours cet exemple, c'est le plus simple, on n'a pas le temps de développer trop, mais une astrologie orientale a tendance à travailler sur les retours, c'est pas linéaire, on revient dans des cycles permanents, et donc ils ne sont pas du tout gênés par le fait qu'il y a que l'orbite de la Terre se déplace légèrement par rapport au Soleil, vous voyez, autour du Soleil, et que le mois d'août, aujourd'hui, ne correspond plus au Lion, mais au Cancer. Le Cancer ne correspond plus en juillet à la constellation du Cancer, c'est-à-dire que quand le Soleil en juillet n'est plus dans la constellation, dans la constellation du Cancer, mais se retrouve chez les Gémeaux. Bon, nous, ça devrait nous gêner parce que eux, ça les gêne pas du tout parce qu'ils ont une vision qui est sidéraliste, c'est-à-dire c'est la position des astres la position du Soleil par rapport à toutes les étoiles qui importe. Alors que il y a une autre astrologie qui est une astrologie plus occidentale, qui est l'astrologie tropicaliste, qui considère que ce qui est important, c'est la position de l'homme par rapport au Soleil, par rapport aux étoiles. Peu importe ensuite si les astres derrière, les étoiles derrière sont modifiées vis-à-vis de ces astres les plus importants. Donc il y a vraiment des différences. Il y en a d'autres, hein. Il y a je sais pas, une dizaine, une quinzaine d'astrologies différentes. Il y a la conditionnaliste, il y a voilà. Et puis la tropicaliste, ce qui est intéressant, c'est que selon dans quel hémisphère on est, on n'a peut-être pas les mêmes. Alors oui, alors on peut. Non, mais là vous êtes dans l'ironie. Moi, je veux pas faire ça, mais c'est vrai que on voit bien que ça pose des questions quand même, parce que dans l'hémisphère nord, c'est là que l'astrologie a été fondée principalement par les Grecs, par les Macédoniens, par les Sumériens, par les Égyptiens. Et donc, c'est une astrologie qui tient compte d'une manière pragmatique de ce que l'on voit. Et donc, c'est vrai que l'été, le soleil, c'est quand même, il est le roi hein, au mois d'août dans l'hémisphère nord. Par contre, dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Donc, ça marche pas. Mais donc, tous les attributs que vous pouvez donner au soleil et à ces mois particuliers, ça fonctionne pas. Alors, j'ai posé la question aux astrologues. J'aurais dit, mais vous faites comment, là, quand vous êtes... Oui, c'est vrai, c'est embêtant. Mon on se débrouille. Donc, je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils se débrouillent. Ils font ils projettent. En tout cas, ils divisent par, voilà, ils suppriment 180 degrés. Je sais pas comment ils font. Ouais. Mais ils y arrivent. En tout cas, c'est ça qui est extraordinaire chez eux, d'ailleurs. Ils savent toujours retomber sur leur pied. Voilà. C'est une petite méchanceté que je dis comme ça. En tout cas, comme on le disait un peu en introduction filigrane tout à l'heure, l'astrologie, l'astronomie, enfin du moins l'astrologie et puis l'astronomie qui a découlé derrière était intimement liée jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à bien ce que, enfin il faut savoir que même l'astrologie était enseignée dans les universités comme une science en tant que telle, voilà jusqu'au milieu fin du XVIIe siècle, en tout cas en Europe. Quels sont les acteurs justement qui ont été déterminants qui ont permis de comprendre finalement que l'astrologie ne pouvait plus considérer comme une science, au sens propre? Je pense beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on a. Ouais, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle science hein, oui, peut-être en effet. Parce que la psychologie, c'est une science aussi, mais c'est une science qui n'a pas les mêmes bases, les mêmes solidités, ne serait-ce que parce que vous avez chaque individu est différent. Les sciences de l'objet sont beaucoup plus faciles entre guillemets
à aborder parce qu'on peut tester et retester les mêmes phénomènes, on peut s'entendre sur un phénomène, on peut prendre le même protocole au départ, on peut voir si une même cause produit les mêmes effets. Là, qu'est-ce que vous allez faire? On peut pas revenir en arrière, on n'a même pas d'hypothèse, on sait même pas comment ça marcherait si tant est que ça marche. On sait pas, on peut dire qu'il y a une influence quelconque qui vient, mais de quel type? Alors, d'une part, la science a quand même essayé de caractériser toutes les interactions qui existent, électromagnétiques, atomiques, gravitationnelles, etc., les rayons cosmiques. Bon, on a fait le tour de tout ça. Alors, on peut toujours imaginer, et on voit bien que ces forces-là qu'on connaît, les forces nucléaires, les forces atomiques, les forces radioactives, tout ça, il y en a 4, hein, forces fondamentales, si on les passe en revue, elles sont incapables de rendre compte de ce que dit l'astrologie. Ça fonctionne pas. On voit pas pourquoi, parce que les planètes que l'on observe, elles sont à des distances différentes, c'est pas la gravitation qui est en cause. Enfin, il y a plein des choses qu'on explique très bien. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. L'astrologie, elle s'appuie sur deux de ces forces-là, qui sont la force gravitationnelle. Ça pourrait être la gravitationnelle, mais c'est pas vrai. Notamment avec la Lune, je crois que c'est beaucoup la Lune aussi qui peut être citée dans ce cas-là, qui peut avoir une influence. Par exemple, la Lune, c'est vrai que sur la planète, on va dire, dans la vie quotidienne, en effet, elle influe sur les marées, par exemple. C'est quelque chose qui a été prouvé par la science. Et les astrologues, eux, considèrent que, justement, la Lune influence sur les gens. Pas ça, non, c'est pas vrai, parce que effectivement, le Soleil et la Lune influencent. Ça influence sur les objets que nous sommes. Nous sommes des objets, en fait. Nous sommes sur les fluides. Bon, là, le soleil influence même plus que ça. Il nous permet de nous rendre heureux, d'être en bonne santé, de synthétiser de la vitamine D, etc. Mais on est dans le biologique, là. On n'est pas dans le psychologique. Voilà. La Lune, elle, c'est un reflet. Elle est plus ou moins, elle est en première phase, deuxième phase, parce que c'est le reflet de lumière que le soleil lui envoie. Mais c'est pas parce que la Lune est responsable des marées qu'elle est responsable de tout ce que dit l'astrologie, au sens de l'astrologie. Si vous voulez, c'est très facile à faire. On peut regarder, je crois que j'ai la symbolique. Vous allez voir. La constellation, par exemple, la constellation du Bélier, c'est une constellation qui correspond à des étoiles arbitrairement imaginées comme étant, je sais pas, représentant un bélier. En fait, je pense que pour les anciens, c'était autre chose, parce qu'ils s'étaient rendu compte que la constellation du Bélier, ça correspond au printemps. Et donc, ils se disaient, tiens, cette constellation, quand le Soleil est là, eh bien oui, c'est une impulsion, il va se passer autre chose. C'est vrai, d'ailleurs, on arrive, les fleurs, les plantes, ça y est, la nature reprend ses droits. Alors, donc, d'où l'expression des astrologues, impulsion primordiale qui donne naissance à l'univers dans l'ordre cosmique. D'accord? Symbolise, alors attendez, la suite, symbolise la volonté, l'élan, l'énergie et l'action. Ces deux dernières caractéristiques proviennent du fait que c'est un signe de feu. Pourquoi? Je sais pas. Bon. Signe cardinal, parce qu'il y a toujours il y a le mutable, le cardinal, et puis le permanent, je crois un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Donc c'est par ordre de 3, 3 x 4, 12. Bon. Donc, il se trouve sous les auspices du commencement. Bah oui, parce que le bélier, c'est au moment du printemps. Voilà. Et l'action du feu vient encore renforcer sa fougue et son impétuosité. Je veux bien. Par ailleurs, il est positif ou masculin, donc extraverti. Alors, il est positif parce que les astrologues se sont amusés à classer positif, négatif, 6 fois 2, 12. Hein, donc, vous avez alternativement une constellation qui est positive, l'autre qui est négative, masculin, féminin. Voilà. Symboliquement rattachée à la maison 1. Maison 1, c'est celle qui l'ascendant, 1 parce que c'est le printemps, tout simplement. Les parties du corps humain qui lui correspondent sont la tête, le cerveau, le crâne et les muscles du visage. Moi, je veux bien, mais franchement, c'est une vraie découverte, quoi. Voilà, et tout est comme ça. On est dans ce registre symbolique. Alors, c'est pour ça que les planètes, c'est la même chose. Hein. Quand on dit Vénus est liée à l'amour, pourquoi? Parce que c'est une planète qu'on prenait pour l'étoile du Berger pendant très longtemps. On ne savait pas la distinguer d'une étoile. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui continuent à croire que l'étoile du Berger est une étoile alors que c'est une planète. Simplement parce que
Parce que Vénus est toujours du côté du Soleil, soit du côté du Soleil couchant, soit du Soleil levant. Or, le Soleil, c'était le symbole du masculin, voilà. Et vous avez l'amour à côté. Vous avez Vénus et le Soleil qui sont côte à côte, ce qui me paraît symboliquement tout à fait logique. Voilà. Alors, je me permets une petite question que je viens de voir sur le chat de Marion, parce qu'on parlait de force. Là, elle nous pose une question par rapport à l'énergie. Alors, c'est quelque chose que je découvre, moi. Est-ce qu'on pourrait parler d'énergie vibratoire? Je continue la question. En tant que science difficilement explicable, comment se fait-il que bien souvent un thème astral corresponde à une personne et non à une autre? Alors, il y a plusieurs questions en une seule, j'ai l'impression. Déjà, l'énergie vibratoire, vous en avez entendu parler. Moi, j'avoue que c'est la première fois que je vois ça. L'énergie vibratoire, non. Vous savez, très souvent, malheureusement, il y a des concepts qui sont comme ça, d'un peu des boulgui-boulga, de tas de termes mis ensemble, alors que, bon, l'énergie vibratoire, il y en a une qui est très simple, qu'on peut faire, c'est vous lancez un caillou dans de l'eau, dans un étang, et vous avez des ondes qui se déplacent. C'est de l'énergie. C'est effectivement l'énergie cinétique, hein, c'est-à-dire la masse de la pierre, plus la pierre est grosse, plus l'énergie que vous allez communiquer à la surface de l'eau est importante, et ça se traduit par une onde qui se déplace à une certaine vitesse dans l'eau. On peut dire que c'est une énergie vibratoire. Si vous avez une corde et que vous la faites vibrer parce que vous êtes là, vous êtes à l'origine de la vibration, et la fréquence de votre vibration, je fais ça comme ça parce que sinon vous allez avoir une onde qui se déplace dans le fil. Voilà. Ça, ce sont des énergies vibratoires. Il y en a plein des énergies vibratoires. Donc je ne sais pas. Pourquoi on parlerait d'énergie vibratoire? Peut-être, oui, non. Science difficilement explicable, je sais pas. Pourquoi? Non, je sais pas. Maintenant, pourquoi un thème astral correspond à une personne et non à un autre? Bah, je sais pas. Vous avez beaucoup de. D'abord, tout le monde est du cancer. Il y a beaucoup de gens qui sont du cancer. Une personne sur 10, une personne sur 12 est du cancer déjà. Après, du point de vue du thème astral. C'est vrai que tout le monde n'a pas, au moment de sa naissance, Vénus au même endroit, ni Jupiter au même endroit. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, la personne, par un thème astral correspond à une personne et non à un autre. Il y a des tas de gens, au contraire, qui disent que les gens ont le même thème astral, sont très semblables, etc. C'est souvent que vous entendrez dire « Ah, il est bien Gémeaux, celui-là, il est bien Capricorne, etc. » Donc voilà. Donc je peux pas trop répondre à ce sujet. Je vais revenir à votre parenthèse, à la parenthèse que je vais faire, pour montrer comment l'astrologie est un langage symbolique, c'est-à-dire qui s'intéresse aux astres, non pas pour ce qu'ils sont, mais ce qu'ils représentent, par rapport à nous. Symbolise en tout cas. Symbolise pour nous, hein, et non en tant qu'objet, alors que c'est l'inverse pour les scientifiques. Alors bon, c'est pas très long, si vous voulez, je vais vous le dire. Voilà. Donc ce sont des analogies faciles. Hein. Par exemple, Mars. La couleur rouge évoque pour l'astrologue le sang qui coule. C'était ça au départ. Hein. Donc, avec elle, la guerre et avec elle, la mort. Pour l'astronome, en revanche, la couleur rouge peut avoir multiples causes, évidemment. Seule l'expérience va décider. C'est déjà la grande différence. On fait une hypothèse et après, on voit. Des tests effectués lors des premières missions spatiales vers Mars attestent de la présence de fer à la surface de la planète. La couleur rouge provient en partie de son oxydation. Ça, c'est bien connu. Or, l'oxydation requiert la présence d'oxygène, notamment sous forme d'eau. Donc, dans la surface révèle la présence. Et ça a été confirmé après. On sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Bon, voilà. Or, l'oxydation, l'eau est synonyme de vie sur Terre. Il est donc légitime de se poser la question de l'existence de la vie sur Mars. Et vous savez que toutes les missions qui sont là-bas, maintenant, essayent de montrer ça. La vie a-t-elle existé dans le passé? Peut-on la retrouver dans le sous-sol, sous forme primitive, etc. Nous en sommes encore à formuler des hypothèses, vous le savez, qui seront tranchées lors des prochaines missions exploratoires. Mars, rouge, guerre, sang et mort, est donc une chaîne symbolique qui fonctionne sur l'analogie et sur l'affect. Eh bien, ça fait place maintenant pour les scientifiques à Mars, rouge, fer, eau et vie, qui fait appel à des stricts liens de causalité. Donc, on voit bien que la différence est fondamentale. Dans un cas, vous avez le symbole, dans un cas, vous avez les causes, les effets dus aux causes. Et on recherche les causes. Et la grande différence aussi, c'est que si nous ne trouvons pas de vie sur Mars, nous dirons, il n'y a pas de vie sur Mars. Et on s'arrêtera là et on passera à autre chose. Alors que les astrologues continuent à parler
de sang, de choses qui effectivement n'ont aucun rapport avec la planète en question. C'est pour bien montrer la différence qu'il y a entre les deux. Oui, en effet, voilà, on comprend bien que l'astrologie se base sur une partie comme on disait tout à l'heure, de la spiritualité. On parlait voilà des planètes qui ont des noms de dieux qui nous viennent de la Grèce antique ou des Romains. Voilà, des symboles par rapport aux couleurs qui finalement, par rapport à la science, n'ont pas du tout la même signification. On va passer maintenant à une partie entre guillemets un peu plus sociologique par rapport à l'astrologie. Avant de faire ça, je donne Allez-y, je vous en prie. Vous voulez bien, j'ai un autre exemple, c'est Saturne. Saturne se déplace très lentement dans le ciel. On voit revenir par rapport aux étoiles, hein, on voit revenir Saturne au même endroit tous les 25 ans. Or, 25 ans, c'est une génération. Et ce mouvement est lent. Donc, c'est pour ça que Saturne a une forme un peu livide, un peu blanchâtre, un peu bizarre. C'est pour ça que Saturne a été associé au plomb, qui a une couleur aussi assez terne, comme ça. Comme c'est lourd, et c'est parce que Saturne se déplace lentement, donc on lui a associé la planète, le métal le plus lourd. Et puis, ça symbolise effectivement la sagesse, ça se déplace lentement, mais aussi la mort. Et c'est pour ça que c'est représenté. Alors, vous voyez la polysémie, hein, la sagesse, la mort, bon, et c'est représenté souvent comme un vieillard qui se déplace avec une canne ou comme un squelette avec sa faux. Voilà. Donc on est vraiment dans le registre symbolique. Excusez-moi. Hein. Il y a aussi Mercure. Mercure, il est tout à côté du Soleil. Donc on lui a associé quoi? On lui a associé le métal Mercure qui se déplace dans tous les sens parce que Mercure, en à peine un mois, Mercure passe d'un côté et de l'autre du Soleil, à peine visible. C'est aussi pour ça que c'est associé à la marchandise, symboliquement au marchand. Hein, marchand, Mercure, merci, même le mot merci vient à la même origine, c'est fascinant quand même. Et comment dire, la navette Hermès, parce que Mercure c'est Hermès en grec, eh c'est aussi qui est la navette qui se déplace, qui va d'un point à l'autre, etc. Vous voyez, tout ça, on est dans le symbolique. Voilà. En tout cas, il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées, je crois, entre 1982 et 2000 par le CEVIPOF, qui est le Centre d'études de la vie politique du CNRS, qui ont montré en fait que 26%, en tout cas, des personnes interrogées déclaraient croire aux prédictions par les signes astrologiques et les horoscopes. D'ailleurs, on va venir à ce point précis des horoscopes qu'on peut retrouver, par exemple, dans les magazines ou autres. Et il y a surtout également un autre chiffre qui est que 13% ont déjà consulté un ou une astrologue au cours de leur vie. La première question qui me vient à l'esprit, alors, qui est peut-être un peu simpliste posée comme ça, mais je le fais volontairement, mais est-ce qu'il y a un profil type sociologique du public qui croit et qui consulte l'astrologie? Ah oui, on a fait, il y a eu des petites choses là dans le bouquin, vous voyez, des petits diagrammes un peu abstraits, où on a regardé le pourcentage de croyances en astrologie par tranche d'âge, par niveau d'éducation, en fonction de la profession, etc. Alors, par exemple, là, c'est des gens qui sont très terre à terre, très pragmatiques, et à qui on la fait pas. Hein. Les agriculteurs, par exemple, il y a très peu qui croient en l'astrologie. On pourrait croire l'inverse, justement, parce qu'ils sont sous les étoiles, ils sont sous les planètes. Ben non, très peu. Par contre, ce sont les gens qui ont un niveau de connaissance, une semi-érudition. Ils savent des choses, mais pas assez pas assez critiques. Mais ils n'en savent pas assez pour voilà. Ils en savent suffisamment pour se dire tiens, ça c'est intéressant, il doit y avoir quelque chose, etc., mais pas assez pour le critiquer. Alors donc le sommet de la courbe là, ce sont des artisans, commerçants, ouvriers, cadres moyens, instituteurs, hein, personnel de service. Et puis d'autre côté, ça redécroît par là, hein, ça retombe, parce qu'on est au niveau le plus bas de la courbe. Et là, on retrouve les cadres supérieurs, les profs, etc. Donc, vous voyez, il y a ça. Catégorie intermédiaire de la société qui en tout cas, qui, a priori, y croirait plus, enfin, du moins, ont plus de chance d'y croire. Oui, il y a un philosophe, non pas philosophe, oui, c'est Adorno, qui a fait cette étude, qui appelle cela la semi-érudition. Les gens qui sont, ils en savent assez, mais pas assez, et donc ils ont tendance à vouloir prendre des raccourcis.
Et alors, du coup, il y a aussi d'autres cas beaucoup Alors, plus exceptionnels, que des personnalités politiques, par exemple, ou du show business, qui ont pu consulter des astrologues. oui, Voilà, l'exemple le plus notable qu'on connaît en France, c'est François Mitterrand. François Mitterrand, Reagan, etc. Vous avez des gens, voilà, il y a aussi l'instabilité, enfin, ou la stabilité psychologique des personnes, ou la lourde charge qui pèse sur leurs épaules, ça c'est le cas de Mitterrand, et puis, ou la curiosité, et puis aussi, attention, l'astrologie, c'est quand même un morceau de notre culture. Il y a pas rien dans l'astrologie. On le trouve dans l'art, on le trouve dans les écrits, dans les réflexions. Tout le monde a essayé de réfléchir les rapports qu'il peut y avoir entre le ciel et nous, entre le macrocosme et le microcosme. Donc ça peut intriguer beaucoup de gens. On n'a pas forcément tout de suite comme ça spontanément une approche scientifique des choses. Hein. Voilà. J'ai une remarque de Sandra, excusez-moi de vous couper. Elle nous partage un petit peu son ressenti sur pourquoi l'astrologie persisterait encore aujourd'hui. Ce serait sûrement pour se rassurer, car croire en quelque chose, un peu comme les religions peut-être, je ne sais pas, permet de ne pas sombrer quand nous allons mal. Ce côté psychologique et réconfortant, c'est aussi ça qu'on recherche. Oui. Non, c'est vrai. Là aussi, le sociologue Adorno, dont Théodore Adorno a fait une étude, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi Edgar Morin, qui avait fait travailler pas mal de gens sur ce problème-là. Et on s'est aperçu que beaucoup de gens qui sont effectivement dans des positions sociales un petit peu précaires, un peu difficiles, des chômeurs, des gens qui ont des difficultés conjugales, des gens qui ont peuvent avoir tendance effectivement à essayer de savoir de quoi demain sera fait, tout simplement, hein, à force de vivre dans l'incertitude. Si on peut être assuré, on peut le faire de différentes manières. On peut aller voir un psychologue, bien sûr, mais on peut aussi aller voir. Mais ça peut être prescriptif. Beaucoup de gens pensent qu'aller voir un psychologue, c'est parce qu'on est fou, on est malade. Non. Mais il y a encore cette espèce de préjugé. Voir un astrologue, ça a l'air d'être c'est plus simple, ça peut être plus simple. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de voir un astrologue, on peut aussi regarder simplement les horoscopes. Et il y a beaucoup de gens qui le font même d'une manière clignotante, comme ça, même les gens qui n'y croient pas. Qu'est-ce que dit mon horoscope aujourd'hui ? Et puis, comme toujours, dans ces cas-là, on va retenir que ce qui nous intéresse, que ce qui nous avantage. Vous savez que pour faire cet ouvrage, c'est pas le premier, hein, mais j'en avais fait un autre avec un psychologue avec qui j'ai travaillé, qu'on a publié vers l'an 2000, qui s'appelait L'astrologie, science ou voyance. Mon collègue psychologue se posait la question de savoir dans quelle mesure un astrologue pouvait arriver à dire quelque chose de pertinent, parce que il faisait presque il avait un flash, il voyait quelque chose, il était devant la personne, hein, je parle pas d'horoscope de presse encore une fois, et tout d'un coup il lui paraissait évident que cette personne il allait lui arriver ceci, cela, ou elle avait telle et telle caractéristique. Donc voilà, donc c'est quand j'ai fait ce travail-là, j'ai rencontré une astrologue qui était très connue, qui est décédée maintenant, qui s'appelait Joëlle de Gravelaine, et qui s'était prêtée à notre rencontre. On se rencontrait assez souvent, tous les mois, et on discutait d'un problème donné pour savoir comment l'astrologue le voyait, comment le psychologue le voyait, et comment le voyait l'astrologue. Et donc, on a échangé beaucoup. Et à un moment donné, elle a proposé de nous faire notre thème astral. Et ça, c'était en présence, hein, présentiel. Donc, elle l'avait fait, je me souviens, devant moi, elle m'avait fait vous savez à quoi ressemblent les thèmes des astrologues. C'est toujours pareil, c'est très conventionnel. C'est un cercle, je ne sais pas si je vais le retrouver là. Je ne sais plus où est mon bouquin, je ne sais plus comment il marche. Bon, ah oui, ça ressemble à un truc comme ça, vous voyez, ce qui est là. Vous voyez ? Oui. Vous voyez, bon, c'est un cercle, le natif est au milieu, vous êtes censé être au milieu là, et puis ça, c'est la couronne extérieure, ça représente le ciel, si on veut, et toutes ces symboliques là, ce sont la position des planètes, la position du soleil, et à l'intérieur, là, vous avez les constellations. J'ai du mal à faire ça. D'accord, vous voyez ? Donc, il fait ça, l'astrologue. À partir du moment où vous lui donnez votre heure de naissance, etc., il reconstitue grâce au catalogue de position des étoiles que nous, astronomes, avons fabriqué. Les astrologues se servent de ça
Et ils font ce truc-là. Et à partir de là, ils vous le mettent devant vous, qui, entre parenthèses, lui permet de vous parler. Parce que si vous n'avez pas quelque chose à apporter, je ne vois pas en quoi vous allez pouvoir dire à quelqu'un, voilà ce qui veut vous arriver. Il faut qu'il y ait un objet transactionnel, très important. Donc, pour les astrologues, c'est le thème. Elle le pose devant nous, et puis elle commence à me dire, voilà, vous êtes ceci, cela, vous avez beaucoup d'air, pas assez d'air, vous avez du feu, vous avez des symboles représentant ceci, le féminin joue un rôle important. Ah, vous avez Vénus qui est par là, vous avez Mars qui est par là. Donc, elle commence à parler. Donc, vous avez tendance à être ceci, mais il vous manque un peu de ça. Et puis, alors, j'écoute, et puis, des fois, je dis, oui, tiens, ce qu'elle dit, c'est pas bête. Quand elle dit quelque chose qui correspond pas, ben, j'écoute pas, je fais pas attention, donc je fais mon marché. Et puis je lui dis oui, non. Et du coup, pendant la conversation qui dure à peu près 1 heure, elle finit par avoir aussi des éléments que je lui ai apportés moi-même. Et c'est comme ça que se construit une séance, une véritable séance d'astrologie. Et elle peut dire des choses, finalement, elle finit par me dire des choses que je trouve très pertinentes. Et puis, imaginez que vous avez des gens qui consultent des astrologues régulièrement, donc ils finissent par se connaître très bien. Mais parce qu'en fait, du coup, on joue sur des biais cognitifs, j'imagine. Des biais cognitifs, on joue sur la psychologie pure et simple. Et du coup, moi, je lui ai dit d'ailleurs à l'astrologue, je lui ai dit, mais finalement, le thème, il sert plus à rien au bout d'un moment. Je dis, c'est presque une grille de départ. Vous avez besoin de ça pour commencer, mais après, vous vous en passez complètement. Et elle était assez, bon, mais pas complètement en désaccord avec moi. En tout cas, pour revenir sur, finalement, pour vous parler en fait d'une expérience qui a été réalisée au début des années 80, qui a permis finalement pas de prouver, mais de montrer finalement que les prédictions qui peuvent être proposées par des astrologues, il n'y a pas de réfutabilité, de vérification. C'est l'expérience de Carlson où il a proposé un test astrologique en double aveugle. C'était une étude statisticienne, voilà, qui a été. Oui, ça s'appelait le CPI, le Californian Personality Test Inquiry. Oui, et du coup, cette expérience, est-ce que vous pouvez, en très résumé, bien évidemment, nous parler un petit peu de cette expérience qui avait pour objectif je vais le dire avec mes mots, attention, encore une fois, je suis responsable de mes propos, mais de décrédibiliser le pouvoir des astrologues finalement. Oui, bien sûr, il y avait finalement, on donnait à des astrologues des thèmes et on essayait de les associer à des personnalités. On donnait la même chose à des patients et la même chose à des psychologues. Et chacun devait retrouver, en fonction des personnalités qui étaient là, devait associer un thème à une personne, une caractéristique psychologique à une autre personne, etc. Et cette expérience à laquelle se sont prêtés les astrologues très volontiers, ils étaient d'accord au départ, les astrologues et les psychologues et les personnes qui étaient d'accord pour qu'on parle d'elles, eh bien, finalement, ça a rien donné de probant. C'est-à-dire que tout le monde s'est trompé, en fait, y compris les psychologues, d'ailleurs. Mais les astrologues ont admis que dans cette histoire, dans ce test, eh bien, effectivement, il n'avait pas été spécialement performant. C'est-à-dire on peut pas dire, je vais vous présenter un thème précis, et vous connaissant, je vais dire c'est ça qui vous êtes ceci, cela. Vous voyez, c'est pas, il y avait pas de correspondance entre les thèmes qu'on proposait et les personnalités des gens qui étaient là. Je crois que le résultat, c'était. C'est-à-dire, oui, l'astrologue disait vous êtes cancer, ben non, elle n'était pas cancer, et puis etc. Oui, je crois que il y a eu que entre guillemets un thème astral sur 3 qui a réussi à être bien relié à la virtualité, mais c'était pas c'était pas un pourcentage assez fort pour la véracité. Ah non, ça c'était voilà. Vous voyez, c'est ça. C'était en 1985. Donc les participants, il y avait un groupe de 100 volontaires. Un groupe de contrôle, comme toujours, c'est ça quand on fait les choses un peu scientifiquement, 28 astrologues consentants, un panel de physiciens, de psychologues, voilà. Chaque volontaire était fourni le lieu, la date, l'heure de naissance à 15 minutes près. L'horoscope correspondant réalisé par ordinateur, un profil psychologique établi à partir des réponses, un formulaire de plusieurs centaines de questions types. Voilà. Alors, les astrologues ont construit des interprétations des horoscopes des 100 volontaires, voilà. Et il fallait reconnaître son horoscope interprété parmi 3, voilà, le sien est 2 tirés au hasard,
reconnaître son propre profil psychologique parmi 3 profils d'individus de même sexe, pardon. Voilà. Et chaque astrologue devait reconnaître parmi 3 profils psychologiques celui correspondant à un horoscope préalablement interprété. Voilà. Donc, oui, c'était assez poussé et tout le monde était d'accord avec ça. Et personne n'a, vraiment, ça a été probant pour personne. C'est ça qui était extraordinaire. Le temps file très vite, bien évidemment. Eh oui. J'ai envie de vous poser une petite question en conclusion et peut-être on se prendra 5-10 minutes selon des questions peut-être ou des remarques qu'il y a pu y avoir dans le fil de discussion tout au long de cette heure-là. Je vais vous poser la question qui sert de titre à votre livre. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire l'astrologie est-elle une imposture alors? Bien sûr qu'il faut. Plus complexe que ça. Ah, c'est plus complexe que ça, parce que l'astrologue dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'avait accueilli, était très bienveillante. Elle faisait très attention de ne pas faire ce qu'on appelle des prédictions autoréalisatrices, parce que c'est ça le problème. Si je vous dis, vous, Célim, je vous dis, mais vous allez voir, dans un mois, vous allez rencontrer une blonde formidable, une Suédoise, tout à fait, bon, voilà, et vous allez flasher dessus, vous allez la trouver. Vous allez la trouver, parce que peu pour vous allez peut-être aller dans des endroits où vous risquez d'en trouver une, et puis que vous allez les remarquer plus que d'habitude, etc. Bon, là, je caricature violemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens à qui on a prédit des choses qui étaient quand même extrêmement gênantes. Il va vous arriver, quand vous aurez 20 ans, vous aurez tel et tel problème, faites attention, etc. Et malheureusement, ça s'est avéré. Bon, ça s'appelle les prédictions autoréalisantes. Et donc, il se peut que l'astrologie puisse devenir dangereuse, effectivement, pour des individus. C'est quelqu'un qui a posé cette question-là. Ça peut être addictif parce que vous avez conditionné des gens qui, finalement, n'ont plus de libre arbitre, finissent par penser qu'il faut qu'ils se conforment, qu'ils sont destinés, leur destinée les conduit de telle et telle manière dans cette direction-là. Et c'est extrêmement dangereux pour le libre arbitre. Ça, c'est vrai. Alors, vous avez des gens qui sont malveillants, pervers et manipulateurs. Ça, c'est vrai. Alors, on va me dire, il n'y a pas que les astrologues. Vous pouvez aussi avoir des psychologues qui sont extrêmement maladroits, qui sont peu professionnels. Mais enfin, normalement, on fait des études pour cela. C'est le b.a.-ba de la psychologie, de justement éviter d'être comme ça. Et puis, après, vous avez aussi le mercantilisme. Hein. Vous avez de toutes sortes d'astrologie sur le net, astrologie pour les femmes enceintes, astrologie pour les chiens, astrologie pour chiens. Vous pouvez très bien rentrer la date de naissance de votre chien, on vous dira qu'est-ce qui va arriver, quelle est la tendance psychique de ce chien, enfin quel est voilà, comment il est gouverné par les astres. Il faut pas lui donner telle et telle nourriture à certains moments parce que ça peut le perturber. Enfin, non, je plaisante pas là, hein, je suis sérieux. Hein, c'est pour là. Vous avez ça me fait évidemment rigoler, mais vous avez une astrologie boursière qui d'ailleurs, après coup, vous disent qu'ils avaient prévu 2008, et des choses comme ça. La crise des subprimes. Voilà, moi je trouve ça terrible parce que c'est des gens qui sont d'une crédulité formidable, quoi. Sous prétexte qu'on arrive toujours à trouver des liens. Ah oui, mais lui, il est très cancer, il est très ceci, il est très cela. Oui, bien sûr, on peut toujours. Voltaire disait que tout le monde n'a pas le privilège de se tromper tout le temps. Donc, tout le monde peut se tromper, mais tout le monde peut aussi tomber juste. Mais alors, on a essayé. Donc, quand on n'a pas d'hypothèse, ni de lien, ni d'hypothèse scientifique, on fait des statistiques. Mais si les gens prenaient la peine de faire des statistiques, c'est-à-dire de voir combien de fois ça tombe juste, ils s'apercevraient qu'il y a énormément de fois où ça tombe pas juste. Moi, j'ai eu des problèmes avec Madame Tessier comme ça, un jour à la télévision, où elle nous disait qu'elle avait prédit en 1998 on trouverait le vaccin pour le sida. Alors, comme j'étais là, je lui ai dit non, madame, vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez des tas de gens qui sont séropositifs qui vous regardent. On ne confond pas un vaccin et une trithérapie. Eh oui. Donc, il y a cette facilité qu'ont certains astrologues de toujours retomber sur leurs pieds, de toujours tomber juste. Ils arrivent toujours à trouver oui, mais, etc. etc. Ça, c'est dangereux. Donc, si on résume finalement, mais c'est un peu aussi ce qu'on a pu comprendre tout au long de cet échange-là qu'on a eu, c'est que l'astrologie n'est donc pas une science, puisqu'elle n'est pas réfutable, il n'y a pas eu de grandes études, de liens de causalité, voilà, sur vraiment l'impact que les astres
où les constellations, enfin, même si c'est des astres aussi évidemment, ont un impact sur nous, ou sur notre destinée, ou sur notre ou ce déterminisme aussi qui est un peu latent, qu'on peut retrouver aussi dans l'astrologie. Mais donc en fait, l'astrologie est-elle une croyance comme les autres, si je peux poser la question ainsi? Bah, c'est une croyance, oui, c'est une croyance. Les gens qui croient qu'effectivement les astres vous influent, ont une influence sur nous, c'est purement une croyance. Les seuls astres qui peuvent influencer sur nous, c'est le Soleil, parce qu'il est très proche, il a une quantité d'énergie formidable. Ça préside à l'existence de la vie. Mais la Lune, parce que la Lune influe de manière culturelle, hein, tout le monde est influencé par la Lune, de manière poétique, de manière voilà, ça influence les marées, etc. Bon, mais le jardinage à la Lune, ça, moi, Et la pleine Lune qui nous empêche de dormir, c'est fake news, ça aussi? c'est possible, et pour des raisons culturelles aussi, parce qu'on sait que c'est la Lune. La Lune a une influence psychologique sur nous. D'accord. La Lune, c'est pas rien quand même. C'est pas, voilà. Mais vous savez, aujourd'hui, je pense qu'une femme enceinte, si elle veut savoir quelque chose sur le destin de son enfant, elle va plutôt aller voir plutôt de faire analyser le liquide amniotique ou faire comment ça s'appelle une échographie plutôt que de voir quelqu'un avec une boule de cristal, quoi, c'est tout. Donc vous avez quand même d'autres techniques qui permettent d'essayer d'imaginer ce que sera son gamin. Mais il n'empêche que voilà, il y aura toujours des gens qui vont croire à l'astrologie parce que le ciel c'est important et qu'il y a toujours l'envie de quoi de plus agréable que de penser que le ciel nous dit a quelque chose à nous dire. C'est vrai, il vient nous parler à notre oreille la nuit. C'est quand même rassurant, c'est sympa. C'est le microcosme qui rejoint le macrocosme. C'est toujours satisfaisant. Et donc il y aura toujours l'astrologie en fond d'écran derrière, malgré les résultats de la science. Voilà. Voilà. Ben, voilà. On conclut sur ça. En tout cas, voilà, l'astrologie n'est pas complètement une imposture, ou, enfin, on peut le dire de manière dont on le souhaite. En tout cas, je me permets. Elle peut l'être. Hein, vous avez des gens malveillants. Elle peut l'être, mais voilà. c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une science appliquée, ce n'est pas une science exacte, mais bien une croyance. Daniel Kuntz, merci beaucoup. Au revoir Céline, au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté. Merci également à vous, chers spectateurs, d'être venus nous voir malgré ce beau ciel bleu. C'est bon, vous êtes autorisés maintenant, si vous avez envie d'aller en terrasse pour aller boire une boisson ou ce que vous souhaitez, vous pouvez y aller. Je rappelle votre ouvrage « L'astrologie est-elle une imposture ?» qui est sorti en 2018, coécrit avec Philippe Zarka au CNRS Éditions. Et merci également, j'ai oublié de le dire en introduction, mais je me permets de le dire en conclusion, à la radio Bob FM 89 qui nous a diffusé durant toute cette heure en direct. Il y aura un podcast vidéo que vous pourrez retrouver via le site de Recréation et ses réseaux sociaux, mais également le podcast audio réalisé par Bob FM sur le www.bobfm.org. Je conclus de manière ultime en vous disant qu'on fera un ultime webinaire. Ce sera, si je ne dis pas bêtise, le 14 juin. Je vous confirme ça tout de suite. Pas du tout le 17 juin, c'est un jeudi. Et eh bien, je vous donne un indice. On parlera de choses peut-être numérique, mais un peu plus terre à terre, entre guillemets, si je peux dire cela ainsi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Céline. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.